merci à vous pour ces exposés. Il y a quand même, sur la chaîne alimentaire, alors vous avez répondu que c'était l'IRSN qui avait en charge ces recherches-là. Est-ce qu'elles sont publiques? Est-ce qu'elles ont été publiées? Oui, non. Et du coup, quels en sont les résultats? La question sur le basalte aussi, parce que vous dites que les essais ont été dans la couche de basalte. Quel serait l'effet si, s'il y avait, par exemple, une activité volcanique qui se remettait en place? Est-ce que la radioactivité enfermée dans le basalte serait de nouveau dispersée? Et enfin, il y a aussi la question de la concentration des essais. On a vu dans votre carte qu'il y avait quand même 2 zones coralliennes qui étaient particulièrement touchées par les essais. Est-ce que sur ces zones en particulier, l'implantation de corail est absolument normale et identique à ce qu'elle est sur d'autres parties de l'atoll, ou est-ce qu'on observe quand même sur ces zones d'intense essai des particularismes? Oui, et pardon, j'avais une dernière question sur les déchets aussi. Est-ce que les déchets sont encore aujourd'hui source de fragilisation, de contamination, enfin voilà, sur les espèces animales et végétales? Alors, qui veut répondre en premier? Monsieur, Monsieur Salva et ensuite Monsieur Plane. Allez-y, monsieur. Oui. Alors, au sujet des risques de cassure, en quelque sorte, de l'atoll et de la libération des produits radio, des produits de la bombe, ce qu'il faut dire, c'est que la seule possibilité la seule éventualité qui pourrait se produire, c'est que l'atoll de Muru repasse sur un point chaud qui génère, lui, des activités volcaniques. Alors, ça n'est pas impossible, parce que des points chauds, il y en a dans la région, hein, évidemment, il y en a sur du côté des Australes, il y en a du côté de Tahiti, il y en a sur la Marquise, etc. Je n'ai pas en tête le parcours de déviation des atolls qui se déplacent tous vers le nord-ouest, comme je le disais tout à l'heure, à la vitesse de 10 cm par an. C'est une éventualité, et à ce moment-là, évidemment, si l'atoll repassait sur un point chaud en activité, en plus, il faudrait qu'il soit en activité volcanique, évidemment, ça pourrait faire en quelque sorte exploser en partie l'atoll et libérer les produits de fission. Mais là, on est sur des échelles de millions d'années, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Voilà, peut-être que les autres questions sur les coraux, Serge, vous pouvez répondre? Allez-y, Monsieur Oui, Plane. oui, oui. Oui, donc moi je reviens sur les 4 questions de Madame Rousseau. C'est alors l'aspect basalte. Donc je confirmerai ce qu'a dit mon collègue Monsieur Salva. Il faut savoir par ailleurs, je rajouterai que la température de la lave généralement c'est aux alentours de entre 1000 et 1500 degrés Celsius. Donc on est sur des températures très hautes. Donc on sait qu'elle modifie également la radioactivité des éléments et donc il va avoir tendance à par cette surchauffe également à stabiliser certains éléments. Donc, effectivement, la seule possibilité aujourd'hui pour que ces grosses boules, je dirais, de verre qui sont au sein du basalte, ce serait de repasser sous un système avec une activité volcanique. Voilà, sachant qu'on est sur des déplacements lents et qu'on parle là à l'échelle de plusieurs dizaines de milliers d'années, voilà, en termes de temporalité. Pour ce qui est de la chaîne trophique, donc l'Institut, oh, pardon, excusez-moi, l'Institut, j'y arrive, donc l'Institut de la radioprotection et de sûreté nucléaire, c'est un institut qui est national et à ma connaissance, c'est un établissement public à caractère industriel, commercial, qui fonde sur un régime de droit privé et je pense qu'il est sous tutelle du ministère chargé de la Défense, ça j'en suis sûr. Et par conséquent, je pense que les rapports sont consultables après demande au ministère de la Défense. Du moins, je suis persuadé que
pour les députés, ils seront consultables. Ils ne sont peut-être pas consultables au grand public, mais je suis sûr qu'ils seront consultables. Donc, à ce niveau-là, à ma connaissance, c'est quelque chose qui est, je dirais, ouvert en termes d'information. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui font annuellement les mesures de radioactivité sur l'atoll de Mururoa et sur les atolls de Mururoa et Fangatofa, et c'est d'ailleurs sur des atolls, je dirais, sur des îles et des atolls aux alentours également. Ils vont jusqu'au Gambier. Et je sais que c'est fait à l'occasion de missions qu'on appelle des missions de turbo, qui durent 3 semaines et pendant lesquelles il y a des prélèvements qui sont réalisés pour faire toutes ces mesures. Voilà. Donc là, voilà. Après, en ce qui concerne la concentration des tests, si vous voulez, il faut le regarder toujours en 3 dimensions, c'est-à-dire que vous avez à la fois le lieu géographique en 2 dimensions sur la carte que je vous ai montrée, vous avez également la profondeur à laquelle est fait le tir, qui va être également variable à 100-200 mètres, puisque en gros, c'était entre 800 et 1000 mètres de profondeur qu'ils allaient, je dirais, faire, je dirais, ces essais. Et donc, je suppose que ça a été calculé. Maintenant, là, on rentre dans un domaine où moi, biologiste, je dirais, j'ai un peu de mal à vous dire ce qu'il en est. Je vous ai répondu par rapport à l'impact, je dirais, en surface de ces tests sur les faunes associées, qui est un impact qui est exclusivement dû à l'onde de choc qui entraîne un crépitement de l'eau en surface et donc, effectivement, une mortalité pour tous les animaux qui ont une respiration qui passe par des vessies gazeuses. Voilà. En ce qui concerne les déchets radioactifs, alors là, je ne suis pas du tout compétent et là, je pense que c'est quelque chose que l'Institut, donc l'IRSN, doit avoir comme information parce que le traitement des déchets radioactifs, là, c'est à la fois l'IRSN et à la fois le CEA qui sont en charge de ces choses-là, à ma connaissance, avec le service des armes. Merci.